Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau Critflix. Ce Critflix qui est pareil que d'habitude d'ailleurs, hein, je ne sais pas pourquoi j'essaie de trouver des originalités. On va vous parler de nos recommandations, on va parler des audiences, on va parler de news et on va également faire le programme de télévision. Mais alors si effectivement il y a une petite différence, c'est que cette fois-ci nous ne sommes pas à distance, nous sommes l'un en face de l'autre dans un magnifique bureau en Saône-et-Loire. Comment vas-tu David ? Eh ben ça va très bien, je vais essayer de ne pas être déstabilisé, d'être en face de tant de charisme. Mais c'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas été en face l'un de l'autre comme ça pour un Critflix, on risque d'être déstabilisé et peut-être de bafouiller un petit peu, on ne sait pas. Tout ça va peut-être partir dans une dark romance qu'écrivent nos fans les plus chers, on ne le saura jamais. En tout cas, ce qu'on va savoir, c'est ta recommandation. Quelle est ta recommandation de la semaine ? Alors ma recommandation de cette semaine, c'est un film documentaire qui a été diffusé à la télé, sur lequel je suis tombé, on pourrait presque dire par hasard, si ce n'est que une demi-heure après, j'ai regardé lundi soir. Une demi-heure avant, pardon, j'ai regardé lundi soir ce qu'il y avait à voir de beau à la télé. Et moi, maintenant, j'aime vraiment beaucoup. Je me connecte sur Canal le soir en rentrant chez moi si j'ai envie de regarder quelque chose le soir. Je mets la galerie du programme télé. C'est plus simple que de feuilleter sur le programme télé où il n'y a pas forcément toutes les chaînes dans le bon ordre. C'est vrai. C'est plus simple que sur une appli où il n'y a pas toujours toutes les scènes qu'on n'a pas et il y a de la pub. Là, je sais que c'est les chaînes que j'ai. Et j'ai découvert qu'il y avait un documentaire sur Warner Bros. TV Next, ex-chaîne donc Toonami, qui est une chaîne qui diffuse essentiellement des programmes dédiés aux super-héros. C'est là-dessus qu'on peut voir les téléfilms d'animation DC Comics très régulièrement. On y voit des séries d'animation, Marvel, DC. On y voit aussi My Hero Academia. On y voit un petit peu de catch. Et donc j'ai découvert un documentaire qui s'appelait Les héritiers de Captain Africa. Et c'était absolument fascinant. Il était annoncé qu'il ferait 1h10 et finalement il a duré 52 minutes. C'est un documentaire qui traite en fait de la manière dont on parle des super-héros africains et comment l'Afrique a décidé de créer ses propres super-héros qu'on connaît assez peu chez nous. Il faut rendre à César ce qui est à César. Xavier Fournier, qui est le réalisateur de ce documentaire, il est un co-réalisateur je crois, mais c'est lui il a déjà réalisé plein de documentaires. C'est un documentaire français. Et vraiment, je trouve ça fou de se dire une petite chaîne de télé comme Warner TV Next a pu dépêcher ses reporters en Afrique, un peu partout, pour parler de ce film, alors de ce genre de comics, pardon. J'ai trouvé ça vraiment fascinant parce qu'en fait, on nous explique, ça remonte il y a très 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 longtemps, ça remonte au tout premier super-héros de l'Afrique, où en fait finalement le premier super-héros en Afrique c'est Tarzan, mais c'est un blanc qui vient en Afrique, et on y voit que les Africains sont au mieux dépeints comme des gens naïfs qui savent pas parler, qui savent pas manger, qui sont un peu bébêtes, ou au pire comme les méchants qu'il faut absolument combattre. Et puis en fait on va se rendre compte que au début des années 50-60 il va y avoir un super héros qui va s'appeler Puissant, qui va être créé par des auteurs anglais, mais qui va en fait véhiculer énormément de stéréotypes sur l'Afrique. En fait ils ont découvert qu'en Afrique les gens avaient envie de lire des comics, et donc c'est un auteur et un dessinateur qui ont travaillé par la suite sur des séries comme Watchmen ou autres, qui ont été vraiment très, très connus, mais qui ont développé Puissant, et ça n'a effectivement pas marché très fort. On y voit également un super-héros sud-africain qui va être pro-apartheid, et donc ça va être très problématique. Oui, bien sûr. Et puis en fait déjà c'est amusant parce que c'est quand même une chaîne Warner, et toute la première partie du documentaire est consacrée à Black Panther, qui est quand même un super-héros Marvel, mais dans lequel ils expliquent en fait que Black Panther c'est un super-héros c'est de l'afrofuturisme, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui était aussi très à la mode à une époque, c'est-à-dire de faire comme si l'Afrique dans le futur allait devenir plus développée que les autres, et que Black Panther n'était pas non plus sans développer certains clichés. Et c'est vrai que c'est assez intéressant parce qu'on a notamment une autrice de comics africaine qui explique que déjà le premier point compliqué avec Black Panther c'est qu'il vit au Wakanda, et que le Wakanda ça n'existe pas, et qu'elle dit ça pourrait très bien être dans le ciel, que ce serait la même chose. Bon évidemment c'est toujours difficile si on fait le Congo ou la Guinée ou etc, parce que ces pays là n'ont effectivement pas accès aux ressources du Wakanda, mais c'était super intéressant aussi. Elle expliquait que T'Challa, c'est comme ça qu'on appelle le surnom de Black Panther, et en fait T'Challa ça ne veut rien dire. D'accord. C'est pas de l'africain, c'est Marvel qui a créé cette idée là de dire que T'Challa ça voulait dire quelque chose, mais en fait ça veut rien dire. C'est fou. Et que du coup les Africains n'arrivaient pas à s'identifier à T'Challa. Et donc dans ce documentaire là, on a une première partie sur Black Panther,
une deuxième partie sur vraiment l'histoire, Tarzan, sur Puissant, sur la super-héros pro-apartheid, et une troisième partie sur les super-héros qui existent maintenant. Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de Kwezi, qui est vraiment le super-héros dont on parle beaucoup. Alors je peux pouvoir te montrer une image de Kwezi, qui est un adolescent africain qui est extrêmement populaire. Est-ce que tu as déjà entendu parler du Guardian Prime? Et c'est assez marrant parce que Guardian Prime, en fait, on découvre un monsieur qui a essayé de créer, on va dire, un peu le Marvel africain. D'accord. Et il explique que son super-héros principal, c'est Guardian Prime, alors qu'il défend le monde entier, mais depuis l'Afrique. Et en fait, il vole, etc. Et en fait, le journaliste lui dit, mais en fait, il nous fait un peu penser à Superman. Et là, il devient fou. Il dit, non, moi, je ne mets pas le destin de l'humanité entre les mains d'un extraterrestre. Je le mets entre les mains d'un terrien. Et puis, c'est pas du tout pareil. Quand il touche un objet, l'objet peut devenir s'animer et le protéger. C'est très marrant parce qu'on croirait que Superman existe vraiment et qu'il dit, non, mais faut pas qu'on ait que ce soit un extraterrestre. On nous parle aussi de la bande dessinée Young Nelson, qui est en fait une bande dessinée d'un passé dystopique dans lequel Nelson Mandela aurait finalement des super pouvoirs. Et on y voit également les Vanguard, c'est les Avengers d'Afrique en fait, qui reprennent plusieurs super-héros. Et en fait, on se rend compte que l'Afrique veut un peu s'émanciper des super-héros européens et américains, et que l'Afrique veut avoir ses propres super-héros, ses propres défenseurs. Et ils réfléchissent avec notamment Nollywood, c'est le fameux Hollywood nigérian, à créer une sorte de MCU du côté de l'Afrique. Et vraiment, les bandes dessinées avaient l'air super intéressantes. Moi, je suis sorti de ce documentaire, j'avais envie d'en lire plein. Et après, on se rend compte qu'il y a aussi, comme chez nous, toujours des difficultés avec certains sujets, notamment Captain South Africa. C'est un auteur qui a créé ce personnage, femme. Et en fait, il s'est pris dans les dents que c'était une femme, que c'était trop woke, qu'une femme ne pouvait pas s'appeler Captain. Pourquoi c'est possible partout, qu'il faudrait qu'elle s'appelle Miss Africa ou Super Africa, mais surtout pas Captain parce que c'était une femme. Enfin bref, ça termine là-dessus en disant qu'il y a aussi des zones d'ombre. Mais vraiment, ça s'appelle Les Héritiers de Captain Afrique, qui était donc un personnage de super-héros également, un des premiers personnages de super-héros africains créés. C'est Warner TV Next. Je trouve ça assez courageux d'avoir diffusé ça en prime time, même si ça reste une petite chaîne du câble et que les audiences sont moins impactantes peut-être que pour d'autres. Mais franchement, c'était passionnant. C'est encore une fois un documentaire français avec beaucoup de moyens. Et voilà, en plus j'ai mis un petit mot sur X, et puis j'ai eu des petits retours gentils aussi de la chaîne, donc c'est chouette. Je pense qu'il doit être en rediffusion sur Max pour ceux qui l'ont, ou en tout cas c'est sûr, il est en replay sur Warner Bros TV Next. Ça s'appelle encore une fois Les Héritiers de Captain Afrique. Je suis désolé si j'ai été un petit peu long, mais j'ai été absolument fasciné de A à Z par ce documentaire, c'était juste génial. Écoute, tu nous donnes vachement envie de le voir. Alors moi pour l'instant j'ai pas Warner Bros, mais peut-être que avec un abonnement Max je pourrais... Ouais, alors parce qu'après ça c'est dans les chaînes classiques de Canal, mais tu les as peut-être pas. Non, moi j'ai vraiment RTL9, juste... c'est ça, moi j'ai pas cet abonnement là. Ce que j'ai par contre c'est toujours un abonnement Prime Vidéo, et non pas Captain Prime Vanguard, etc. Mais mon abonnement Prime, comme je vous l'ai dit, j'essaye de le rentabiliser. Donc j'ai regardé une série dont on n'a pas parlé, pas plus que ça. Ouais. Je sais pas si tu as réussi à deviner, parce que en off, j'avais essayé de te dire que je ne dirais rien. Et en fait, je me suis dit, mais c'est bizarre qu'on n'en ait pas encore parlé de cette série, parce qu'en fait, ça tombe pile poil dans notre truc à nous. C'est tout simplement la série culte qui a parlé du début et de la fin de Love Story, la première saison sur M6. Eh bien non, je l'ai pas vu du tout. J'en ai entendu parler il y a quelques mois, mais je ne l'ai pas vu. Et dès le premier épisode, on est happé par le monde de la télévision des années 2000 via des chansons qu'on connaît, des programmes qu'on connaît. Alors il y a des noms qui ont été modifiés, d'autres qui ont été gardés. Alors attention, la série a été produite par Isabelle Laroche-Joubert. C'est pas son nom? Non, si c'est ça, hein. Si, pardon, je veux pas t'engendrer du montage. Non, mais pas de soucis, non, mais je me trompe peut-être. Mais non, c'est Alexia Laroche-Joubert. Alexia Laroche-Joubert, non, mais c'est parce que justement son nom a été modifié en Isabelle de Rochechouart. Ok. Voilà, mais c'est elle qui produit la série. Et donc, du coup, ça va nous raconter l'histoire donc de Isabelle qui vient de commencer dans une maison de production qui s'appelle PPP. PPP, c'est ceux qui vendent le Big Deal à TF1, ils vendent aussi Enquête exclusive, ce genre de trucs, dans des émissions quotidiennes, des choses qui passent de façon récurrente à la télé. Sauf que malheureusement, cette société de production, en fait, elle est en pleine faillite. Ils sont à plus de 40 millions de francs en fait, de dettes, et il ne reste plus qu'une seule solution, c'est de vendre ce fameux concept qui vient des Pays-Bas, ce fameux concept de Big Brother, et de réussir à le vendre
à M6. M6 serait le seul à pouvoir racheter à ce moment-là ce concept, puisque TF1 étant très sectaire et très carré à cette époque, mais étant la plus grande chaîne d'Europe, ils savent qu'ils n'ont aucune chance face à TF1, donc ils décident d'aller vers M6. M6 qui doute un peu du concept de Big Brother, qui trouve ça un petit peu trop vulgaire et trop particulier. Et donc va arriver à un moment, ce moment fatidique où Isabelle va arriver avec un concept en disant mais en fait, ce qui peut fonctionner, c'est pas forcément de les observer simplement dans leur vie quotidienne, mais de créer un espèce de Tinder version télé-réalité, quoi, de créer un concours où devrait gagner un couple à la fin. Et donc ils vont modifier tout ça pour finalement faire un espèce de mix en fait de plein de concepts d'émissions et de créer ce qui va être Love Story. Donc la première partie s'occupe de la création de l'émission et la deuxième partie s'occupe de tous les scandales qu'il y a eu pendant le tournage de l'émission, en direct, et aussi des scandales qu'il y a eu autour de certains personnages, particulièrement celui de Loana. Alors par contre, tous les personnages de Culte ont les personnages du Love Story sont les vrais prénoms des personnages d'antan. Donc en fait, on a Stevie, on a Loana, on a Jean-Édouard, et donc du coup, on peut se repérer assez facilement. Les personnages, par contre, qui sont du côté de la télévision, par contre, ont des noms qui sont empruntés, je suppose, parce que ils ont peut-être pas eu les droits déjà. Mais dans tous les cas, c'est pas vraiment très grave parce que c'est plus des gens de l'ombre qu'on connaît pas forcément, donc c'est pas très grave que leur prénom soit changé. Mais en tout cas, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur parce que finalement, on le sait pas forcément, mais les studios en fait de PPP ont été décalés derrière le loft. Ils avaient en fait tout leur bureau, ils avaient un accès au loft, un accès au KGB en fait du loft, là où ils mettaient toute la bouffe directement via les bureaux, et donc ils pouvaient rentrer et sortir comme ça et couper les caméras et monter les caméras. Donc on voit tout le système de montage, on voit la fameuse scène de la piscine, est-ce qu'on l'a coupé, est-ce qu'on l'a pas coupé, etc., etc. Donc tout ça est bien sûr très scénarisé pour en donner une série qui est très intéressante à regarder, mais j'ai trouvé ça absolument passionnant. Il parle des audiences, il parle de quand est-ce qu'il faut le diffuser, est-ce qu'il le décale pas d'une demi-heure pour pas être face au big deal, est-ce que tu vois, et donc du coup tout ça c'est des sujets que toi et moi on a en permanence avec Critflix, et en fait ils se les posent tous les jours à la télévision. Par contre ce qui est très drôle c'est que ça parle de 40%, 36% d'audience, des chiffres qui sont absolument dingues. C'était avant la TNT, avant la TNT HD, donc il y avait que 6 chaînes, et ces 6 chaînes se passaient vraiment le flambeau, essayaient de mener une bataille pour essayer d'avoir les plus gros chiffres possibles, et donc voilà, c'est hyper intéressant. On se rend compte que TF1 peut-être dans l'ombre, alors est-ce que c'est scénarisé ou pas, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui ne l'est pas, mais TF1 aurait peut-être joué dans tous les scandales qu'il y a eu autour de Love Story. Est-ce qu'il n'a pas fait jouer ses contacts politiques pour essayer d'appuyer sur le CSA, etc. Il parle du CSA, anciennement l'Arcom, enfin maintenant l'Arcom, il parle que c'était tous des vieux cons qui savaient pas ce que c'était que la jeunesse, qui savaient pas ce que c'était que la modernité. Donc on a 6 ou 7 vieux qui sont autour d'une table comme ça et qui discutent en disant mais vous vous rendez compte Love Story, donc forcément ils sont obligés de faire un plaidoyer pour dire bah oui mais c'est la nouvelle jeunesse quoi. Donc voilà, c'est vraiment super, je vous le conseille, ça s'appelle Culte, c'est disponible sur Prime Video et ça faisait longtemps que j'avais pas accroché comme ça à vouloir appuyer sur le bouton suivant, tu vois, pour avoir l'épisode d'après, surtout sur une série française, donc c'est vraiment très chouette et voilà, je vous le conseille. On a fait une sacrée introduction avec nos recommandations, mais on va tout de suite passer aux audiences. Qu'est-ce qui s'est passé de cool ou d'exceptionnel ou de juste sympa à la télévision cette semaine ? Il s'est passé plein de choses encore à la télé cette semaine. On va commencer par vendredi avec Capitaine Marlowe quand même à 3,3 millions, ce qui est une énorme différence quand même. Quand c'est pas un inédit, on tombe à plus d'1 million de moins. Toujours Masked Singer très puissant. Mission Impossible, Rogue Nation au plus haut, à 1,8 million de téléspectateurs, ça marche très fort. Un petit rebond du Big Deal à 514 000, j'ai vu certains sur Twitter dire c'est génial, il gagne des couleurs. Oui, bon, ça va. Ils sont passés de 96 000 à 514 000, ça ne va aller. Et un joli 489 000 pour Asbestas, et à la dernière place, c'est Vaincre ou Mourir sur ces stars. Le film du Puy du Fou. Bien fait. Samedi soir, des très bonnes audiences pour les 3 premières chaînes, Le Voyageur en tête sur France 3, on en a dit beaucoup de bien. 5 millions 3,5 millions, parce qu'en face il y avait la finale de la Coupe de France de football, PSG Reims, 3 millions sur France 2, et très puissant également Qui veut gagner des millions, qui est aussi avec les 3 millions. C'est vraiment le programme de flux, on va dire, du genre jeu télé qui marche le mieux en ce moment sur TF1. Moi je sais que j'ai regardé un peu samedi soir et je me suis dit c'est vraiment... Ce qui est super, c'est qu'il n'y a pas de règles quoi. Il n'y a pas de règle, il y a une question, 4 propositions, 3 bonus, merci, au revoir. Et c'est ce qu'expliquait Jean-Pierre Foucault quand la série Who Wants to be a Millionaire, le jeu est sorti aux États-Unis. Il est allé voir TF1 pour leur proposer. TF1 a dit non, les Français
ils ont un problème avec l'argent, les millionnaires, les choses comme ça plaît pas. Et en fait, les patrons ont été séduits quand ils ont vu la mécanique. Ouais. Effectivement, il n'y a pas de règle. T'as juste une question et t'as 4 propositions. C'est ça. Point. Et c'est du génie, ça tient les gens en haleine. En plus, le casting était top. Ouais. Et moi, voilà, c'est vraiment, je vous l'ai déjà dit plein de fois, mais une de mes émissions Madeleine de Proust. Donc je suis vraiment heureux de voir que ça cartonne. J'espère qu'on va pas trop user Arthur quand même, parce que là, il est au Il grand est beaucoup, concours, il ouais, va gagner des millions. ouais. Il va y avoir sa nouvelle émission samedi soir. On va vendredi prochain, je crois. Mais il n'y a On en pas de parlera. nouveaux épisodes, par contre, de vendredi, tout est permis, qui sont prévus là pour l'instant. Enfin, en tout cas, j'en entends plus parler. Ouais, bah, il y en a toujours en deuxième partie de soirée ou pas? Ça me dit rien. Je suis pas sûr. Ce sera à Je suis plus vérifier, jamais retombé devant mais- depuis quelques mois, donc on vérifiera peut-être sur le programme. Ouais, tout à l'heure, mais, mais bah, il y en a toujours à partir de Ah ouais, minuit bah, tu 30, vois. parce qu'il y a Mass Ah, Singer en minuit deux 30, parties, ah, ouais, ouais. ça fait peut-être un peu tard. Ouais. Dimanche soir, c'était notre duel du dimanche soir, et donc à votre avis, Forcément. oui, ça allait pas être le duel du lundi, et je vous le donne en mille, le grand vainqueur, c'est Gérard Butler. Greenland, Eh oui, énorme forcément. carton, 3,6 millions, enfin énorme carton, ouais, Oui. c'est très très fort. Hein. Quand on pense qu'il fait 1 million de plus que les Gardiens de la Galaxie 3 C'est en un truc de inédit, dingue. c'est un truc de fou. Maintenant, et d'ailleurs, il y a le 2 qui va sortir. Hein. Oui, j'ai vu ça. Il y a le 2 qui va Ouais. sortir très prochainement, et en plus, c'est un carton sur TF1+. Les gens se régalent en replay, ils regardent ça dans tous les sens. C'est marrant, ce Vraiment, film-là, c'est un carton. Moi, je suis sur trop les content parce plateformes. qu'il rapporte de l'argent à Metropolitan, qui est pas un très gros distributeur, Mm. et qui a eu les coronets, si vous me permettez l'expression, de le sortir en pleine post-Covid. Hein. C'était Ouais. le seul blockbuster qu'on a eu à se mettre sous la dent à l'été 2020. Ouais. Et moi, j'avoue que je suis allé le voir. Ça a j'étais été payant content. pour eux, hein. Si il n'y avait pas eu le Covid, ce film serait passé complètement sous les radars. Ouais. Il aurait marché sans doute sur TF1, mais Ouais. il aurait pas marché en salle. Et là, bah voilà, c'est chouette. Deuxième, par contre, c'est Zone Interdite, 2 millions. Ah ouais. Et Tirailleurs est troisième Eh bah à 1,8 oui. million. Ça, par contre, C'est pas un score étonnant. assez difficile. Et la nouvelle série de France 3 après McDonald's, c'est Les Carnets de Max Lieberman. Et on était seulement à 1,5 million. The Revenant a aussi flirté avec le million, 950 000 C'est pas sur si mal. Arte. Et puis après, on retrouve Bridget Jones, etc. Et Marseille qui fait un bon score, 520 000 sur TFX, tout comme Transformers, 500 000 sur Non, Gulli. bah, c'est bien. C'est quand même, pour Gulli, Ouais, c'est pas Gulli doit, mal, il doit être content. c'est Ouais. pas mal du tout, 500 000 téléspectateurs en prime un dimanche soir. Lundi, Meurtre au paradis devant à 3 millions, mais à égalité avec le négociateur, on est à 3 87 000, 3 23 000. Madeleine Collins, un des plus hauts scores de cinéma pour France 3 un lundi soir, avec 2 125 000 téléspectateurs, super. ça a très bien marché. Bravo. Et à noter, juste derrière, Le Cinquième élément, 927 000, et Gladiator, 696 000 sur TF1 Série Film. TF1 Série Film était donc bien loin devant France 5 et Le Samaritain aussi sur W9. C'était un inédit, ça n'a pas très très bien marché. J'ai vu que le prochain Luc Besson ne sortait même pas au cinéma. Il sort Ah. en Canal Plus exclusive, en D'accord. Canal Plus première. Enfin, c'est ce que j'ai cru Ah ouais, comprendre. c'est possible. Je vous sortirai une info Après, plus avec précise la toutes- prochaine toutes fois, les mais histoires qu'il y a eu, autour bah de ouais, Luc je pense Besson, que ouais. puis il trouve les derniers films qu'il a fait, Dogman, etc. Ouais, ça a été des bides complets, donc ça paraît c'était logique. compliqué. Mardi soir, Alex Hugo en tête, 4,5 millions sur France 3, c'est énorme. Forcément. Koh-Lanta deuxième, 3 millions. Nu et culotté, 1,6 million sur France 2. Pas si mal. 1,3 million pour 911 sur M6, mais surtout la meilleure journée. 1,3 million, c'est pas si mal hein, par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Ouais. La meilleure journée par contre de l'histoire de Sister en termes d'audience. Si on fait la moyenne sur la journée depuis son lancement en 2012, c'était sa meilleure journée. Super. Juste grâce à une chose, à Top Gun Maverick. Eh bah oui. Puisque c'est la première fois donc que Sister dépasse le million de téléspectateurs en prime. On vous avait fait les records par chaîne, ben voilà, on est à 1 million 100 000 Ils doivent téléspectateurs être mais aux pour anges. Sister. Et en deuxième partie de soirée, il y avait je crois le premier Top Gun et en fait Est-ce que c'est pas pour faire de l'ombre à Chéri 25 qui va se faire racheter dans pas ils longtemps ont fait de telles audiences qu'en fait, même si la journée a été bof, ben en fait ça fait un tel pic quand Bah on fait oui. la moyenne de la journée. C'est ça. Ils sont très bien classés. Mercredi soir, c'était Flash en tête sur France 2 avec 3 millions 2. Ah, ça Et marche c'est bien. rarissime qu'on annonce une audience à plus de 3 millions sur un mercredi, donc c'est bon de le dire. C'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Top Chef 1,7 million, Grey's Anatomy 1,7 million également, c'est Mm. vraiment bof. STO, Les Oubliés de la Victoire 1,6 million. Et Ah, c'est pas si mal. c'est pas si mal du tout, je suis très content, j'ai pas pu le voir encore, mais je l'ai bien mis de côté sur France.tv. Par contre, on disait que TF1 avec Grey's Anatomy était chatouillé par TMC et la 7ème compagnie il y a quelques temps, bah là c'est Camping 2 qui les a chatouillés, 1,2 million. Oh la vache. Donc franchement, on n'était pas oui. pas loin du drame. Fast and Furious 4, 511 000 sur TF1 Série Film. Et enfin, hier soir, à l'heure où on enregistre, HPI 4,9 millions pour le dernier épisode. Certains ont dit, je pense à juste titre, que c'était sans doute temps que ça s'arrête, parce qu'on rappelle qu'il avait quand même fait plus de 11 millions Ouais. sur la saison 1. C'est vrai. Et qui disait que si ça continue comme ça, on allait presque oublier les 11 millions. Si jamais il y avait eu plein de saisons qui tournaient autour des 3-4 millions, on aurait un peu oublié le côté exceptionnel. C'est Donc vrai. voilà, ça va s'arrêter là. Deuxième tandem, troisième M6 avec Arnaque, 1,5 million, parce que le grand échiquier a été faible sur France 2, 1,3 million. Voilà pour les audiences de cette semaine.
Bah écoute, finalement des audiences assez classiques, sauf ce fameux pic de Sister, ils doivent être aux anges, quand ils sont réveillés le matin, ça devait être la fête, ils ont dû sortir le champagne avec le café. On va tout de suite passer à nos news et je vais reprendre la main pour vous parler forcément de la compétition. Celle que tout le monde a regardé, non pas forcément, mais finalement tout le monde en a entendu parler, tout au moins. C'est le Festival de Cannes. Eh bien, bien sûr. Et ben oui, parce qu'on n'en a pas reparlé depuis. Eh ben non. Dimanche dernier a eu lieu forcément l'annonce officielle des récompensés. Oui. Et qui a été récompensé pour la Palme d'Or? Un simple accident. Un simple accident, c'est le titre du film. Hein. Ah oui, C'était pas un accident le film. Hein. Un simple accident de Jafar Panahi, ce fameux réalisateur qui tourne très fréquemment en Iran de façon illégale pour pouvoir défendre ses idées. Et ça lui réussit, puisque la plupart du temps il est dans les festivals et il retrouve sa place en France. Voilà, et donc il fait passer les messages de son pays qui malheureusement subit le joug de dictateur actuellement. Et j'ai également les dates de sortie, ça c'est intéressant. Ah, ça va nous permettre de nous projeter. Exactement. Le film sortira le 1er octobre 2025. Ok. Donc ça va, ça nous laisse l'été pour y réfléchir. Valeur sentimentale, le dernier Joachim Trier, celui qui avait fait Julie en 12 chapitres, il a eu le grand prix, ça sort le 20 août 2025. Okay. La petite dernière qui a eu le prix d'interprétation féminine ainsi que la Queer Palm cette année. Un film de Avzia Herzi sortira le 1er octobre également 2025. Okay. Par contre, si vous êtes... alors c'est un peu tard, mais il y avait une avant-première du coup le 27 mai au MK2 Bibliothèque. Et vous en avez une deuxième le 5 juin au Comédia de Lyon. Donc si vous êtes dans le coin, vous pouvez aller voir la petite dernière qui sera diffusée en avant-première avant le 1er octobre. Sound of Falling, malheureusement le prix du jury n'a pas de date de sortie en France. Syrah, qui est le prix du jury ex aequo avec Sound of Falling, sortira le 3 septembre chez nous. Jeune mère de Jean-Pierre et Luc, et pas Jean-Luc et Pierre, Jean-Pierre et Luc Dardenne, les frères Dardenne, voilà, sortira, il est sorti, c'était le 23 mai 2025, il avait déjà sa date de prévue quand il a été sélectionné à Cannes. L'agent secret, c'est le prix de la mise en scène et du prix de l'interprétation masculine, ça sortira le 14 janvier 2026, donc là on est un petit peu plus loin. Résurrection, le prix spécial, par contre, lui également n'a pas de date de sortie en France, ce qui n'est pas étonnant au vu de l'originalité du film, puisque ça raconte l'histoire d'une population qui ne peut plus rêver, et donc un homme qui est apparemment le seul à pouvoir encore le faire, commence à ne plus trop distinguer la réalité du rêve. Donc c'est un film assez lancinant, qui a très peu de dialogue, donc il est certain qu'il va devoir trouver un bon créneau pour sortir. Je pourrais vous faire un certain regard, et également la quinzaine des réalisateurs, ou encore la semaine de la critique, mais ça fait énormément de films dont je devrais vous parler, ce qui n'est pas vraiment le lieu ici, c'est un peu compliqué. Ce que je peux vous dire, c'est les films hors compétition, hein, Partir un jour qui est déjà sorti, Highest to Lowest qui est une très très bonne surprise puisque c'est le dernier film de Spike Lee, mais c'est le dernier film de Spike Lee qui sortira sur Apple TV+. Donc c'est le premier film, même hors compétition, qui est présenté à Cannes et qui ne sortira pas au cinéma. D'accord. Si mes souvenirs sont bons. De ce que j'ai pu en regarder normalement, de ce que j'ai pu regarder de la liste des films qui étaient sortis, hormis Napoléon qui était peut-être un peu entre les deux, qui a peut-être été présenté hors compétition, mais en tout cas Highest to Lowest de Spike Lee pour l'instant ne sort pas au cinéma, il sortira le 5 septembre sur Apple TV+. L'Avenue de l'avenir de Cédric Clapiche qui est déjà sorti à l'heure où vous nous écoutez, Mission Impossible de Final Reckoning aussi, et La femme la plus riche du monde le 29 octobre 2025, et le dernier, Vie privée de Rebecca Zlotowski, sortira le 26 novembre 2025. Donc ça nous fait quand même un sacré créneau, j'en ai parlé avec une amie qui travaille pour une association qui fait beaucoup de films à réessai. De toute façon, si vous m'écoutez à Salle 9, vous savez que c'est Lucie qui travaille pour Ciné Bocage à Moulins. Elle me disait que ça leur posait quand même beaucoup de problèmes à eux parce que c'est un gros condensé de films qui ont, on va dire, à peu près la même communication et qui va être très difficile à placer sur le calendrier parce qu'ils sortent tous à peu près fin août, début septembre, voire jusqu'à fin octobre. Et avec le décalage des sorties nationales, ça va être très compliqué à mettre tout ça en place. Donc il y a des films forcément qui vont passer en avant et d'autres qui vont être mis au rebut parce que voilà. Donc c'est quand même bizarre parce que l'année dernière j'ai l'impression qu'on avait vachement attendu les films et puis là cette année ils sortent tous en même temps. Ouais, c'est assez différent d'une année sur l'autre en fait. Mais déjà je me rappelle que c'était Parasite, je crois c'était octobre, ou Anora c'était aussi dans. Souvent les Palmes d'Or sortent à l'automne, j'avais remarqué. Ouais, c'est vrai. Mais finalement peut-être que c'est la date la plus idéale pour eux. Après la reprise de septembre, on sait que septembre c'est toujours un peu ralenti. Ça vaut peut-être le coup de le sortir effectivement en octobre. Est-ce que tu as une petite news pour nous ? Bien sûr. Est-ce que tu sais, David, ce qui s'est passé le 21 janvier 1995 ? Oh, il y a très certainement eu un match de foot ce jour-là. Et non, c'est RTL TV qui est devenu RTL 9. Ah. RTL 9, on vous l'avait dit en début d'année, qui fête ses 30 ans. Ils ont annoncé cet après-midi que pour leurs 30 ans, ils allaient faire une programmation spéciale le mois prochain avec 3 gros films de l'année 1995. Ils ont sélectionné 3 films emblématiques pour marquer leurs 30 ans. Et ces 3 films, c'est Hit,
Effectivement, un gros hit, Ah oui, on peut le dire. un gros hit. C'est Apollo 13 et Ok. c'est Braveheart. Et donc il va y Oh. avoir une grosse thématique autour de ces 3 films. À noter qu'hier soir d'ailleurs, ils l'ont annoncé il y a peu, ils ont fait 400 000 téléspectateurs avec Next. Oh. C'est un film avec Nicolas Cage. Et donc, Qui est pas j'ai bien beau, mais regardé, qui est sympa. il se serait classé entre la 8 et la 9e place. Ils se sont classés hier. Des En chaînes thématique télé. Non, des Ah, en nationales. tout, voilà, ils auraient été vache. devant C-Star, devant TF1 Série Film, devant TFX, devant Chérie 25, devant Gulli, Eh ben, devant bravo, Sister, RTL9. devant RMC Découverte et à égalité avec W9. Un tout petit peu derrière RMC Story qui ont fait 480 000 téléspectateurs avec Les Bidas s'en vont en guerre, un de leurs meilleurs résultats de film, et on l'avait un petit peu C'est vrai, pré-shot, comme effectivement. Moi, je vais vous parler, de date aussi. Puisque, alors c'est de pas date et de pruneau, non de date Non, et de tu parlais- pruneau, oui, tout à fait. Je peux vous parler de coin aussi. J'ai un très beau cognacier. Je savais pas que ça s'appelait comme ça. Ouais, un Dans mon cognacier, jardin, voilà. effectivement. Cognacier. Bref, je vais vous parler de date et non pas d'arbres, mais surtout de retard qu'il y a chez Disney. Parce que voilà, vous êtes peut-être sans le savoir, mais peut-être pas sans le savoir d'ailleurs, Oui. quand on parle correctement. C'est mieux. Mais Avengers Doomsday ça a vu sa date reculer, hein, et pas un peu, puisqu'il Oui. devait sortir le 1er mai 2026, il a été repoussé au 18 décembre 2026. Et dans la même foulée, Avengers Secret Wars, qui sera la suite de ce film-là, sortira non pas le 7 mai 2027, mais le 17 décembre 2027. Donc on a pris plus de 6 mois dans les dents. Ouais. Ils trustent en fait la date qui est la même maintenant. C'était la date de sortie d'Avatar 2, c'était la date de sortie de Spider-Man, je sais plus comment il s'appelle le dernier. Il y avait No Way Home, Far From ouais, Home, voilà. tout Ça cela. doit être quoi. No Way Home. No Way Home. C'est la date de sortie qu'ils avaient choisi cette année pour Mufasa. Ce Aussi. sera la date de sortie d'Avatar 3 Ouais. ce Noël. Ce sera donc là. Ils ont vraiment décidé de truster la semaine avant Noël dans le monde entier pendant plusieurs années. C'est ça. Et du coup, ils ont également décidé de mettre des dates sur leur prochain film de la 20th Century Fox. Donc on aura le prochain Ridley Scott qui est prévu pour mars 2026, le 27 mars 2026, et Le Diable s'habille en Prada, mais je crois que vous en avez parlé dans un ancien Netflix, qui sortira le 1er mai 2026. Ils ont également remasterisé Avatar, alors ça me fait rire parce que La Voix de l'eau, finalement, il est sorti il y a 2 ans, Ouais. mais ils l'ont remasterisé pour une sortie en IMAX 3D. Ok. Donc on aura peut-être pour certains cinémas en France Eh la ben. possibilité de le voir en IMAX 3D pour La Voix de l'eau, juste avant la sortie, le 3 octobre 2025, du 3e opus de Avatar cette année. 3 octobre, c'est la sortie US, non? Ça doit être la sortie US, ça doit être un peu plus tard chez nous. Je crois que nous, il sort à Noël, hein, si je dis pas de bêtises. Ça doit Non, être je le me trompe, 17 pardon, décembre. c'est le 19 décembre pour Fire and Ashes. Oui, c'est ça, le 3e Avatar sortira c'est le 19 décembre, ouais. et le 3 octobre sortira La Voix de l'eau le remake, en le- remasterisé pour l'IMAX. Autant pour moi. Donc voilà, énormément de dates à se mettre sous la dent, même si ça nous repousse quand même dans bien 2 sûr. ans. Ouais. Mais bon, il y a quand même pas mal de sorties. Là, je suis en train de voir, il y a quand même pas mal de dates qui se fixent, et on attend impatiemment quand même les Avengers, enfin pas les Avengers, mais les 4 Fantastiques, Ouais. qui a l'air de faire grand bruit, surtout depuis la sortie de Thunderbolt. Ouais. Donc voilà, on verra ce que ça peut donner. Qu'est-ce que tu as d'autre à nous Eh mettre ben, sous une la dent? dernière petite news quand même, ça a fait beaucoup parler ces derniers jours, c'est le départ d'Anne-Sophie Lapix à la Oui. présentation du JT de France 2 c'était après prévu, ça 8 ans. Non, c'était pas spécialement prévu, il y avait Ah des ouais. bruits de couloir, c'est pas de son fait, hein, c'est Ah la oui, direction, ça c'est m'étonne pas, Delphine ouais. Ernotte qui a décidé de ne pas la renouveler. Mmh. Elle était arrivée un peu avec perte et fracas parce que le départ de David Pujadas Ouais. avait fait grand bruit à l'époque. Et qui pour la remplacer? Alors on annonçait beaucoup Caroline Roux, hein, la présentatrice de C'est dans l'air. Et Ah il oui. semblerait que France 2 avait choisi une solution en externe, puisque d'après Clément Garin sur les réseaux sociaux, Darius Rochebin, qui présente les soirées sur LCI, Ok. a été approché. Il a rencontré le patron de France Télévisions et c'est tombé ce soir, il aurait refusé. En fait, il a eu des casseroles un peu aux fesses pour Ah. lesquelles il a été blanchi, mais il avait peur d'une Ouais. motion de censure de France 2. Ouais. Et en fait, il faut dire que le patron de TF1 l'a reçu dans son bureau très longtemps et lui a sans doute fait des propositions aussi très intéressantes pour qu'il n'aille pas sur le service public. On sait juste qu'elle arrêtera le 14 juillet, que pendant les vacances, elle va être remplacée sans doute par Julien Arnaud, son joker actuel. Ok. Mais qui sera à la présentation à la rentrée? Mystère. On vous tiendra au courant. J'ai l'habitude de vous parler de jeux vidéo qui sont transformés en films. C'était un peu la thématique, le fil rouge de ces 3 dernières émissions. Eh bien, j'en ai encore un. Il y a un film qui vient d'être annoncé, tiré d'un jeu vidéo. Alors, on en parlait depuis déjà un certain temps, puisque son créateur, enfin en tout cas le co-créateur du jeu, en avait déjà parlé longuement. Est-ce que tu sais de quoi je parle? Non. C'est un jeu qui est très dur, en monde ouvert. Dark Souls. Presque. Elden Ring. Elden Ring, tout à fait. Elden Ring, ils viennent de signer du coup avec A24.
A24, oui. gros producteur de films indépendants, qui n'est plus vraiment indépendant maintenant, tellement ils font du blé et qu'ils font des gros films. Oui. Mais bon, voilà, il est connu pour être un producteur de films indépendants. Et c'est Alex Garland qui va reprendre la main pour la réalisation de ce film. Alex Garland, qu'on connaît pour Civil War, bien sûr, mais aussi pour Men, pour également Warfare récemment, qui n'est pas sorti chez nous sur le grand écran et qui n'est pas disponible en France pour l'instant, mais qui risque d'arriver dans quelques temps. Et puis on avait également Annihilation sur Netflix, bien sûr, pour ceux qui l'ont vu, même si le film est resté assez discret. Alors pour l'instant, quid de distribution en France, puisque personne n'a annoncé l'achat du film pour l'international, donc on sait juste que A24 produit le film. Mais voilà, on ne serait pas étonné de voir un petit Sony Pictures forcément qui viendrait se mettre derrière. Quoique Universal participe beaucoup aux sorties aussi de A24 sur ces dernières années. Pour l'instant, on ne sait pas exactement sous quelle forme. Prime Video avait racheté un des premiers films A24 aussi qui s'appelait The Green Knight, je ne sais pas si tu te souviens, avec Dev Patel. Ce film qui avait fait, il devait sortir au cinéma puis qui n'est jamais sorti puisqu'il était très original. Je me demande si c'est pour Alex Garland d'ailleurs qu'il avait réalisé celui-ci également. Mais voilà, pour dire que on ne sait pas encore sous quelles conditions et sous quelle forme il sortira en France, mais en tout cas Elden Ring, un gros RPG qui a fait, je crois, beaucoup de ventes. Hein. J'ai aucune idée du nombre de ventes qu'il a fait. On en est à, si je lis ceci en anglais et que je m'y tiens à ce que je vois, 32 millions de dollars de recettes pour le jeu, ce qui est quand même pas si mal pour un jeu vidéo. Oui. Voilà, donc en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'Alex Garland est à l'écriture de 28 années plus tard aussi. Oui, il paraît. C'est un truc de fou, ça. Et ça, je pense que ça devrait aussi... peser dans la balance. Faire un petit peu parler parce que c'est quand même une saga qui au début c'était un peu un petit film indépendant et au final c'est devenu vraiment presque bankable. J'ai vu une news tout à l'heure qui disait Danny Boyle a dû filmer la scène finale avec 20 iPhones en même temps. Et t'es en mode pourquoi tu filmes pas avec une caméra du coup? Oui, c'est clair. Si t'as filmé avec 20 iPhones, ça te coûterait beaucoup moins cher de filmer avec des vraies caméras. D'accord. Bon, bref, tout ça pour dire que nos news c'est terminé pour cette fois-ci. On va pouvoir passer au programme de télévision. Qu'est-ce que nous réserve la télévision dans les jours à venir si on n'a pas envie d'aller jeter un œil aux plateformes? Eh ben très vite samedi soir, on va aller sur M6 sans doute avec la finale de la Ligue des Champions. Bien PSG sûr. Inter Milan. Je pronostique entre 12 et 15 millions de téléspectateurs. À ce point-là. Je pense. Ah oui, c'est l'événement sportif incroyable. C'est seulement j'ai déjà hâte d'être à la semaine prochaine. Marseille l'a gagné en 93, plus personne ne l'a gagné depuis. Le PSG, c'est la deuxième fois qu'ils sont en finale, mais la première fois c'était pendant le Covid. Là, ils ont une vraie grosse chance de gagner. Ce serait énorme pour la France si Paris gagnait la Ligue des Champions. On rappelle que c'est Canal qui diffuse toute la compétition, ils diffuseront aussi la finale. Et donc c'est pour ça que je modère un peu parce que je pense que moi, je la regarderai sur Canal parce que j'ai l'habitude des commentaires Canal, des expertises Canal, du mode expert de Canal. Ah, parce qu'en fait, c'est diffusé sur les deux. Mais par contre, ça fait partie des événements que l'Arcom oblige à diffuser. C'est ce qu'on appelle du multiplex, non? Pas ça, c'est multidiffusion. On est obligé de le diffuser en clair et c'est TF1 qui avait les droits jusqu'à... Enfin, il y a eu une année, c'est BFM TV qui l'a diffusé, ils ont battu leur record de... Mais du coup, c'est racheté, ça? Ouais, c'est M6 paye pour diffuser ça. Oui, c'est sous-licencié par l'UEFA du coup, et donc c'est M6 qui a gagné les droits. Donc là, franchement, je pense que non, c'est pas une loterie, non, c'est un appel d'offres. Oui, c'est un appel, c'est ça. Je pense même que c'est Canal qui décide de vendre la partie en clair, si je dis pas de bêtises. Et donc voilà, là c'est M6, donc ça va cartonner. En face TF1, ça me fait rire. Ils ressortent le même programme que le jour de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024, le grand bêtisier. On sent que vraiment c'est. Moi, je pense à Christophe Beaugrand et Karine Ferry qui doivent se dire ok. Bon après ils doivent toucher des droits pour chaque mais émission. En vrai, moi je m'étais presque dit on va pas avoir un Dirty Dancing ou un truc comme ça. Quand il y avait eu France-Portugal en finale de l'Euro 2016, ils avaient diffusé Dirty Dancing. Mais c'est tellement pas dans l'ADN TF1 de diffuser du cinéma le samedi soir, donc ça me fait rire. Il y aura du théâtre sur France 2, une situation délicate. Et pour trouver du cinéma, ce sera Une place sur Terre de 2013 avec Benoît Poulvorde, un film relativement peu connu. Je vois que Chéri 25. Ah bah voilà, Dirty Dancing sur Chéri 25. Ah oui, mais c'est l'édition 2017. Ah, c'est le remake. Parce que je voulais dire, c'est pas Chéri 25, c'est pas le groupe Énergie qui a racheté les droits d'un aussi bon film, mais non. Lundi soir, lundi 2 juin. Alors, le négociateur. Parce qu'on passe le dimanche, parce que c'est le duel du dimanche soir à la fin. Tu le connais pas? Je le connais pas. Oh, pour le deviner. On va pouvoir le deviner ensemble. Le négociateur, Meurtre au paradis, pour du cinéma, Le Mur de l'Atlantique, un des tout derniers films de Bourvil. Il était très malade quand il l'a tourné. Il est mort juste après. Ça se passe en 1943 avec un restaurateur normand qui essaye de rester à l'écart des ennuis, mais voilà, ça bouge beaucoup près de chez lui. On aura Rock sur W9 de Michael Bay. C'est marrant. Ouais, mais je trouve que
ils sont de plus en plus presque pointus dans leur blockbuster C'est vrai. du lundi soir, c'est assez marrant. Kingsman, service secret sur TMC, là c'est M6 qui avait les droits, donc TF1 a récupéré les droits. Et Godzilla Kong sur TF1 série film, ça promet du lourd. Question comme on dit. technique, mais Oui. c'est depuis qu'il n'y a plus C8 et que tu n'as plus W9 et TMC sur la même page. Oui, c'est ça. C'est ça, du coup c'est moins flagrant quand on voit ça. Et ce sera Amityville The Awakening sur RTL9 pour le Creepy Monday. Mardi 3 juin, Koh-Lanta. Mieux dans ma tête, parlons santé mentale par Faustine Bollard sur France 2. Ça ne devrait pas faire énormément d'audience, mais ça peut fonctionner quand même, et surtout c'est important de le faire. Ça doit être sympa d'avoir les audiences en replay de ça, parce que c'est Ouais, plus un oui, truc que tu regardes posé chez sûr, toi à un clair, moment c'est clair, opportun. pas forcément en prime time alors que tu vas bosser le lendemain. Le film coup de cœur de Canal, ce sera Les Barbares de Julie Delpy. J'ai vu, c'est mignon. Que je n'ai jamais vu d'ailleurs. Toujours 911 sur M6. Point de vue cinéma, on va aller sur TFX avec Le Coup du siècle, une comédie qui me fait bien marrer, moi, avec Anna Hathaway et Rebel Wilson. La famille Adams 2 sur Gulli, on a vu le premier la semaine dernière, mais on parle bien de la version animation de 2021. Et voilà pour les chaînes principales ce jour-là. J'avais vu que sur RTL9, oui voilà, c'est Killer Elite avec Jason Statham, que je ne connais pas. Non plus. Killer Elite, pas Jason Statham. Oui, bah oui, bien sûr. Mercredi soir, demi-finale de la Ligue des Nations sur TF1, Allemagne-Portugal. Ce sera le potentiel adversaire de la France si jamais on arrive à se qualifier. Toujours Flash sur France 2. Ensemble pour nos animaux, 180 ans de SPA sur France 3. Mon pire cauchemar sur Arte d'Anne Fontaine, que je n'avais pas vu, mais il me paraît que c'est très bien. Ah oui une comédie un petit peu... Avec Boulevard aussi. Avec Boulevard, décidément, c'est sa semaine. Coup de foudre à Notting Hill sur TMC, magnifique. Et puis on a Vilaine sur Sister qui sera en face de Fast and Furious 5 sur TF1 série film. Voilà, à partir de ce moment-là, tu peux reprendre les Fast and Furious. D'accord. Bon, écoute, je note. Et sur RMC Story, le film ce sera Le Maître d'école. On reste dans la thématique des films des années 80. Tout à fait. C'est plus TF1 du coup qui a les droits. RMC l'a racheté avec ce film avec Coluche. L'autre demi-finale, Espagne-France de la Ligue des Nations jeudi 5 juin. Ça risque de faire aussi ça pas mal d'audience. On va être loin des 12 à 15 millions que je pronostique. On verra, j'ai hâte de vous donner les audiences. Mais on devrait quand même être bien à 7-8 millions, je pense. Sur W9, Love Again, un peu beaucoup passionnément. La comédie romantique de 2023. Qui était passée relativement... qui était passée assez inaperçue. Et la preuve, en inédit sur W9, c'est assez rare. Il y aura Bodyguard sur TMC. Et Argo sur Chérie 25. Voilà. Vendredi soir, toujours Mask Singer sur TF1. On aura La Manière Forte, un téléfilm policier inédit sur France 2. La Carte au Trésor sur France 3. Il faudra regarder le vendredi 6 juin parce que ça se passe en Saône-et-Loire. Ça sera entre Rully, Mâcon, Charolles, Cluny et Tournu. Donc c'est vraiment pas loin de chez nous. Oui. Le blockbuster Canal Gladiator 2. J'ai envie de dire déjà, même si j'en ai marre de le dire. Est-ce que je vais prendre le temps de le regarder ? Ouais, moi aussi. Je l'ai pas vu en salle et je suis vraiment pas motivé. Ouais, moi non plus. Et le 1 était cool, mais ça me rend pas non plus fou. Mais bon, bref. Par contre, inédit sur M6, Mission Impossible, Dead Reckoning, qui arrive pas celui-là, qui a perdu sa partie 1. Maintenant, dans les. Et oui, ça s'appelle Dead Reckoning tout court. Parce que l'autre, c'est Final Reckoning. Et on pourra enchaîner avec Fallout. Donc vous pouvez aller vous coucher à 3h du matin. Je vais quand même scruter les audiences. C'est intéressant de voir, surtout que le 2 est en salle actuellement. Enfin, Final Reckoning est en salle. J'aime bien parce que dans le programme télé, ils mettent Mission Impossible 3 petits points. C'est un Mission Impossible. Et là. Qu'est-ce qu'on retrouve ? Une nouvelle mise en page dans mon programme télé. Puisqu'arrive arrive T18. Et oui, T18. Et donc voilà, TMC, TFX, Gulli sont un petit peu mélangés. On aura donc Yves Saint-Laurent avec ce fameux... C'est déjà le 6 juin, on en parlait l'année dernière. C'est un truc de fou. Avec le fameux T18, c'est maintenant en direct avec Laurent Ruquier à 19h45. Et donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça va pouvoir donner. En tout cas, je suis bien impatient de découvrir les audiences de T18. Allez, on finit par le duel du dimanche soir. Bien sûr. Je regarde TF1. Tu regardes France 2 ? Oui. Je sais pas ce que c'est. Oh merde, on n'est pas fini. À mon avis, c'est un film Prime parce ils ont en ce moment, ils font que ça, ouais. Avec Jason Statham, Amy Raver Lampman. Pour venger la mort de sa voisine piégée par un groupe d'escrocs, Adam Clay décide de renouer avec son passé. Oui, comme d'hab, quoi. Comme tous les films de Jason Statham. Ça s'appelle The Beekeeper. Ah, The Beekeeper, oui. C'est bien Prime, ça ? Ouais, c'est Prime, ouais. Ça devait sortir au ciné, je crois, pendant un temps, mais ça a vite été abandonné. C'est sorti en 2024. Ça sera donc inédit en clair, inédit à la télé. Ça peut faire un bon 4 millions, ça. Ça peut, Ça peut, surtout à la fin d'un long week-end. Là, il y a beaucoup de gens qui sont partis en vacances en week-end, qui vont revenir crever. Et là, se poser devant la télé, ça peut être le bon plan. Complètement. Et en face...
Je sais pas ce que c'est. C'est vrai. Si, C'est si. pas possible. Si, ah, mais si, je vois ce que c'est, mais alors, impossible de te le faire deviner. C'est les Cyclades. Oui. C'est un film avec ces 3 femmes qui partent en Grèce, tu sais. Oui, avec leur calami. Ouais, voilà, c'est De ça. 2022. Ouais, pas terrible. Non, mais ça, c'est. Non, ça, là, le The Beekeeper va Beekeeper, tout ouais. déglinguer. Alors, je sais pas ce qu'il y a sur Arte, mais. Alors, sur Arte, ce sera Né un 4 juillet de Ouais, Oliver non, Stone. trop long. On aura Bridget Jones' Baby sur W9. Ah. Toujours les carnets de Max Lieberman sur France 3. Mon cousin sur TFX Ah oui. avec Vincent Lindon et François Damiens. Transformers 2 sur Gulli, bien sûr. Bien sûr. Comme un chef avec Jean Reno et Michael Youn sur TF1 série Ouais, film, ouais. Et La Rafle sur Sister, voilà. Encore Ouais, il a été diffusé il y a pas si longtemps. Bah oui, que je ça. l'ai regardé à ce moment-là. Ouais. Bah alors c'est un truc de fou, ça, The Beekeeper, je sais même pas ce que c'est, mais ça peut Ça cartonner. peut cartonner quand on voit les chiffres qu'a fait le dernier film avec. Qu'on Oui, avait oui, étudié la dernière fois là. Ouais, l'opération, je sais pas quoi là. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, ça avait cartonné, ouais. Et ben voilà pour le programme télé de cette semaine. Et bah nickel, bah écoutez, je profite de la fin de cette émission pour vous rappeler que le mardi matin c'est la matinale, que le vendredi ou le samedi vous avez un Critflix en audio, mais si vous nous écoutez normalement vous le savez, et puis maintenant on a les fameux débrieflix, c'est-à-dire que Ouais. quand on arrive à voir un film tous les deux en même temps, on se cale dans la salle 5-10 minutes et on en parle, enfin en tout cas on essaye de faire 5-10 minutes, Ouais, c'est ça. et on en parle et on vous donne notre avis sur... voilà, et ces petites vignettes fonctionnent plutôt pas mal, donc super. merci beaucoup, vous commentez, Merci à vous tous. likez, donc ça c'est super. Bah écoutez, on va pas se mentir, on est sur tout doucement la fin de la saison. Voilà, mais on vous prépare. On a encore un petit mois, quoi. Voilà, on a encore un petit mois, mais on vous prépare des petites surprises. Donc n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner, à liker, à commenter. Si vous avez la possibilité, maintenant sur Spotify et sur Apple Podcast, on peut commenter les podcasts. Ah bah, Donc super. n'hésitez pas à nous mettre une note et puis à dire que vous aimez ce qu'on fait ou à dire que vous n'aimez pas ce qu'on fait aussi. Parce qu'on peut tout à fait se rattraper et essayer de faire au mieux. Donc voilà, bah écoutez, passez tous une bonne semaine. N'hésitez pas à allumer votre télévision pour regarder ce qu'il y a dessus. Et puis sinon, bah écoutez, à bientôt. À très vite.